Plus de 3 milliards de francs CFA seront investis pour la mise en œuvre du programme d'appui au développement économique de la région de Sikasso. Le programme a été lancé jeudi dernier par le Dr Ousmane Sy, ministre de la décentralisation et de la ville. Le dossier de cette édition s'intéresse à la célébration de la journée mondiale sans tabac demain samedi 31 mai. L'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires veulent marquer cette journée en rappelant les risques liés à la consommation du tabac qui tue près de 6 millions de personnes par an et en appelant à la mise en œuvre de politiques efficaces pour réduire le tabagisme. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'ORTM. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est envolé ce matin pour Accra au Ghana. Le chef de l'État prendra part à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à l'aéroport international de Bamako-Sénou, accompagné par le Premier ministre Moussa Mara, les membres du gouvernement Ibrahim Boubacar Keïta, qui va donc prendre part à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'était donc ce matin à l'aéroport international de Bamako-Sénou le départ du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta pour la capitale ghanéenne Accra, qui va donc abriter ces travaux de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Ibrahim Boubacar Keïta à son départ ce matin à l'aéroport international de Bamako-Sénou pour la capitale ghanéenne Accra. Voilà, Accra, donc la capitale ghanéenne qui abrite depuis ce matin un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation sécuritaire dans le nord du Mali et dans le nord du Nigeria. Les chefs d'État et du gouvernement examinent les événements douloureux survenus dans ces régions avant de prendre des mesures en vue de faire régner la paix et la sécurité. À l'ouverture des travaux, ils ont tous salué l'accord de cessez-le-feu et le choix du dialogue préconisé par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont en outre renouvelé leur soutien total au président de la République avant d'inviter à nouveau les groupes armés à déposer les armes. Les travaux se poursuivent en ce moment à huis clos. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Abdul Salam Bambara. Le médiateur de la République a remis cet après-midi le rapport de 2012 et 2013 au président de l'Assemblée nationale. Durant les périodes indiquées, la médiature a reçu près de 250 dossiers de réclamation. Ces réclamations sont relatives aux litiges fonciers, à la justice et à l'éducation, entre autres. Ramata Konaté a suivi la cérémonie de remise, suivant son reportage. Chacun des rapports remis ce vendredi au président de l'Assemblée comprend 4 parties, dont l'une consacrée au dossier de réclamation. Il s'agit des contestations formulées par les citoyens par rapport au fonctionnement de l'administration. 2012-2013, nous avons totalisé 347 dossiers que nous avons traités. Mais dans la période antérieure, c'est-à-dire 2011-2010, il y en avait 548. Donc il y a eu une baisse qui est due au fait que la période concernée, 2010-2013, a été une période extrêmement perturbée en ce qui concerne le fonctionnement normal de l'État. Les réclamations reçues par l'institution concernent les secteurs litige domanial et foncier, justice, éducation, fiscalité, entre autres. Outre les dossiers de réclamation, les rapports édifient les uns et les autres sur les 17e et 18e éditions de l'espace d'interpellation démocratique EID, les activités du médiateur et les recommandations visant l'amélioration du fonctionnement des services publics mis en cause. Ces rapports, selon le président de l'Assemblée nationale, seront étudiés par les commissions avant de se prononcer sur la suite à donner à ces documents. Juste après, Isiaka Sidibé a répondu à une sollicitation du médiateur Aïdara, celle relative à la mise en place d'un cadre de concertation entre les deux institutions. Nous avions jeté les bases d'une bonne collaboration, mais pour l'instant, on leur a demandé de revenir une deuxième fois parce que la première fois c'était une visite de courtoisie, et donc ils doivent revenir et on doit pouvoir tracer le cadre d'une bonne collaboration interinstitutionnelle. Ça permet de mieux voir les choses ensemble et probablement de corriger toutes les petites imperfections.
ce qui permettra au bureau du médiateur d'améliorer la qualité de ses documents. Près de 500 millions de francs CFA, c'est le coût d'un important lot de matériel remis cet après-midi par l'ONG islamique El Farouk aux personnes nécessiteuses et à certaines structures dans le district de Bamako. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Moussa Mara qui a mis l'accent sur la nécessité pour les Maliens de suivre cet exemple. Le compte-rendu de Alousseni Touré. Composé de lits à usage médical, d'ordinateurs, de sacs scolaires, de fauteuils roulants pour handicapés, de milliers de vêtements, etc., ce don est l'œuvre de l'ONG El Farouk en partenariat avec la fondation Mohamed Ben Rachid Al Maktoum du Qatar. L'ONG Farouk a été l'un des ONG qui participe aux problèmes nationaux, y compris les problèmes des handicapés, les orphelins, toutes les couches diminuées. Donc à cette occasion, on a eu des dons en province de Dubaï, avec les fondations Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, le prince Dubaï, qui a offert beaucoup de dons au l'ONG Al Farouk qui concernent ces couches qu'on vient de citer. Cet exemple de l'ONG El Farouk et de ses partenaires cadre bien avec la ligne politique du gouvernement, dira le Premier ministre, qui appellera à l'esprit de solidarité de tous les Maliens. Je voulais, à l'entame de mes propos, féliciter l'ONG El Farouk pour ce geste tellement symbolique en ces moments difficiles pour notre pays, de solidarité envers les plus démunis. Féliciter aussi ceux qui, dans les pays du Golfe au Moyen-Orient, aident l'ONG Al Farouk à pouvoir nous aider partout sur le territoire national, puisque l'action de l'ONG Al Farouk n'est pas seulement sur la ville de Bamako ou encore moins la commune 4 qui abrite son siège. Remercier tous ceux qui, de près ou de loin, permettent que cette activité ait lieu, les leaders religieux, les organisations de la société civile, pour que la solidarité vive à jamais dans notre pays. Aujourd'hui, la solidarité dont témoigne l'ONG Al Farouk envers les personnes démunies concrétise et illustre parfaitement l'appel que ne cessent de lancer les autorités nationales pour que tous les Maliens s'impliquent et fassent en sorte que notre pays puisse avancer grâce à leur action. On peut engager une action de solidarité individuellement. On peut engager une action de solidarité collectivement. On peut engager une action de solidarité au niveau des collectivités locales, dans les départements ministériels. C'est chacun faisant ce qu'il peut qui va contribuer à faire en sorte que la grande chaîne de solidarité puisse soutenir les plus démunis dans notre pays et en même temps donner un sens au vivre ensemble entre les Maliens. Outre les veuves, orphelins et autres personnes nécessiteuses, plusieurs autres structures, publiques ou non, recevront un geste de l'ONG El Farouk. Les blessés de guerre ont reçu ce matin la visite du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isiaka Sidibé. Cette visite a pour objectif de témoigner le soutien et l'affection de l'Assemblée nationale aux victimes. Reportage de Maïmouna Doumbia. La situation des blessés de guerre à Kidal n'a laissé personne indifférent. C'est pourquoi l'honorable Isiaka Sidibé a entrepris de se rendre au chevet de ces malades pour exprimer sa toute compassion face aux souffrances vécues par ces militaires. Quand j'ai vu tous ces malades-là, finalement, à quoi cela sert-il de se battre? Si je devais... C'est un spectacle de désolation. Aujourd'hui, on est en train de construire la paix. On aurait pu y arriver sans avoir recours à tout ça. Donc, si vous voyez bien, il y a des malades ici qui ont avoué qu'ils ont été eux-mêmes sauvés par l'ennemi, qui les a d'abord bousculés et les a amenés à cette situation, mais qui ensuite s'est aussi employé à les sortir de cette situation. C'est quand même un peu paradoxal. Tout cela signifie simplement que ce sont des compatriotes
Et qu'au-delà de la guerre, c'est certainement le dialogue, comme l'a dit le chef d'État, le dialogue qui va certainement couronner tout ça et en finir avec ces tristes et mauvais souvenirs. Le président de l'Assemblée, accompagné d'une forte délégation, a remis une enveloppe symbolique au directeur de la polyclinique militaire de Kati pour les frais d'analyse biologique et psychologique des blessés. Au terme de cette visite, le président de l'Assemblée a invité les Maliens au dialogue, seule solution pour retrouver la paix. Dans le même registre, afin de s'assurer de la prise en charge totale des blessés de Kidal et des conditions de vie des unités de cette même région, le commandant du théâtre des opérations Maliba a effectué une série de visites. Ainsi, le colonel-major Abdoulaye Coulibaly et ses collaborateurs se sont entre autres rendus à l'hôpital de Gao, au domicile du regretté colonel Faisal Ak-Kaba, avant de rencontrer les éléments des GTA 8 et 9, du 8e groupement de la garde nationale, des éléments de la prévôté et du groupe des commandos volontaires. Reportage de Daouda Azoumana Traoré. Les hautes autorités et la hiérarchie militaire reconnaissent le courage et la détermination des troupes sur le théâtre des opérations. Le commandant du PC Maliba l'a réaffirmé aux unités de Kidal au cours d'une série de visites de 2 jours dans la cité des Askia. Le colonel-major Abdoulaye Coulibaly a rencontré successivement les éléments des GTA 8 et 9, les éléments du 8e groupement de la garde nationale, les gendarmes chargés de la prévôté, ceux de l'escadron et les commandos volontaires. Il était de mon devoir de passer voir d'abord les blessés qui sont à l'hôpital et en un second temps, voir les différentes formations qui étaient engagées à Kidal, leur faire passer le message d'encouragement des autorités militaires, des autorités politiques et de tous les peuples maliens. Et les encourager à persévérer dans la cohésion et que le commandement va toujours rester à leur côté. En rendant hommage aux disparus, parmi lesquels le colonel Faisal Ak-Kaba, le colonel-major Coulibaly a exhorté les troupes à la cohésion et à l'union sacrée autour de l'unité nationale. La mission de défense de l'intégrité territoriale et la protection des personnes et de leurs biens au Mali incombe aux forces armées. J'ai vu des hommes engagés, des hommes déterminés, qui ont un bon moral et ça a facilité ma mission. L'échange entre eux et moi a été un échange fructueux, un échange franc et direct. Certains problèmes ont été soulignés. Au cours des échanges, des suggestions ont été faites de part et d'autre pour l'accomplissement correct des missions régaliennes des forces armées maliennes. Dans le contenu de ces 2 communiqués, avant de poursuivre cette édition, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Sada Samake, convie les responsables des partis politiques à une séance de travail qui se tiendra le jeudi 5 juin 2014 à partir de 9h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. L'ordre du jour comporte 2 points. La prise de contact avec les représentants des partis politiques, les informations générales sur l'organisation des élections communales et régionales d'octobre 2014. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est compté sur la participation effective des présidents de tous les partis politiques. Et puis le président du Conseil économique, social et culturel porte à la connaissance des membres du Conseil, des membres associés et des invités que la cérémonie d'ouverture de la 10e session ordinaire de sa 4e mandature aura lieu le lundi 2 juin 2014 à 9h au siège de l'institution à Koulouba. Mise en place terminée 8h30. Les séances plénières, nous indiquons, sont publiques. Conseil des collectivités le Conseil des collectivités a tenu ce matin sa première session ordinaire de 2014. Au cours de cette plénière, 7 projets de loi a été soumis à l'appréciation des élus nationaux. Et sur ces 7 projets de loi, 5 ont été adoptés et 2 rejetés. Reportage de Abdraman Maïga. La communication écrite relative à la libération des servitudes des cours d'eau flottant en communes 1 et 4 du district de Bamako a été le premier projet de loi adopté par les membres du Haut Conseil des collectivités. À travers cette loi, le gouvernement entend amoindrir les risques d'inondation devenus phénomène courant dans notre pays. Ce projet a été adopté avec 52 pour, 3 contre et 0 abstention. Le deuxième projet de loi adopté à l'unanimité au cours de cette session plénière du Haut Conseil des collectivités concerne le décret déterminant les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des contrats plans État et région ou district de Bamako. La validation de ce texte confère aux communes un rôle central dans la maîtrise d'ouvrage du développement local ou régional.
Le troisième projet de loi adopté concerne le décret portant sur la redevance du service public d'assainissement des eaux usées au Mali. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité des élus présents. L'avant-dernier projet de loi soumis à la validation des membres du Haut Conseil des collectivités est relatif à la politique nationale sur les changements climatiques et la stratégie nationale assortie d'un plan d'action national climat. Le dit décret a été adopté avec 49 pour, 0 contre et 0 abstention. Enfin, le dernier projet de loi adopté concerne une communication sur la stratégie d'action prioritaire pour la mise en œuvre des recommandations des États généraux de la décentralisation. Auparavant, les membres du Haut Conseil des collectivités ont rejeté avec 54 contre, 0 pour et 0 abstention 2 décrets. Il s'agit du projet de loi fixant les prix de cession et les redevances des terrains urbains et ruraux et de celui fixant les barèmes généraux de base de cession. Nous vous le disions dans les titres, plus de 3 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera investi pour la mise en œuvre du programme d'appui au développement économique de la région de Sikasso. Un programme qui a été lancé jeudi dernier sous la présidence du ministre de la décentralisation et de la ville, Ortep Sikasso, reportage de Daouda Diakité. Le programme d'appui au développement économique régional qui vient d'être lancé est le fruit du partenariat entre le Conseil régional de Sikasso et la coopération suisse. Il va s'articuler autour des secteurs porteurs pour faire de la troisième région une région attractive avec une économie compétitive, diversifiée et sécurisant le bien-être de la population. Le projet vise, dans les 4 années à venir, qu'il y ait de l'emploi et qu'il y ait vraiment des richesses. On veut que la région de Sikasso soit une région à économie émergente, diversifiée, moderne, attractive, qui sécurise vraiment la vie des populations. Donc nous avons élaboré un grand programme et dans ce programme, la coopération suisse s'est prononcée pour 2 axes. L'appui institutionnel, le renforcement des capacités et l'appui au développement économique et régional. 3 milliards 250 millions, dont 600 millions d'apports du Conseil régional, seront investis d'ici à 2017 dans la réalisation d'ouvrages hydro-agricoles, d'unités de transformation des produits locaux et la promotion des filières et chaînes de valeur des produits agro-sylvo-pastoraux et leur accès à un marché rémunérateur et juste. La décentralisation va aller dans une nouvelle phase, une phase de renforcement. Et c'est la régionalisation qui est cette phase-là, qui est en préparation, qui est même en début d'exécution. Ça rentre complètement dans ce que nous sommes en train de vouloir faire aujourd'hui, le développement du territoire. Une dynamique que la coopération suisse et autres partenaires s'engagent à soutenir. Assurance a été donnée à l'issue des différentes présentations du programme et les réalisations du Conseil régional de 2009 à 2013. Le contenu de cet autre communiqué, le commandant de la compagnie de circulation routière porte à la connaissance des usagers de la route qu'à raison de l'exécution des travaux de bitumage sur l'avenue du 5 septembre 1946, plus précisément sur le tronçon compris entre le monument de l'indépendance et le portail du génie militaire, la circulation sera modifiée ainsi qu'il suit. À partir du 31 mai 2014, et tous les vendredis, tous les week-ends, s'il y a lieu, les usagers venant du monument de l'indépendance et ceux venant du monument de la paix utiliseront la même voie située côté base B et qui sera érigée en double sens de circulation jusqu'à la fin des travaux. Le commandant de la compagnie de circulation routière s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était ce matin à la cité universitaire de 4000 places de Kabbalah. Le ministre Tal est allé voir l'état d'exécution des travaux de construction de la cité universitaire confiée à 2 entreprises maliennes et une chinoise en octobre 2010. Satisfait des travaux, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est entretenu avec les membres de la commission interministérielle mise en place pour faciliter l'avancement des travaux. Reportage de Garibou Pérou. Nous sommes à 6 mois de la prochaine rentrée universitaire, un calendrier qui correspond à la fin des travaux de la cité universitaire de 4000 places de Kabbalah. Le ministre Tal, avec l'ensemble des structures impliquées, engage la course contre la montre afin que cette cité universitaire puisse répondre à sa vocation. L'objectif est de faire en sorte que les délais soient tenus et qu'à la prochaine rentrée universitaire, Kabbalah puisse répondre à sa vocation, accueillir les étudiants, les héberger, leur offrir des structures d'enseignement. Kabbalah a intégré tout ce dont
une population aussi nombreuse que celle que nous proposons d'accueillir ici, des jeunes pourraient avoir besoin. Il faut que nous fassions en sorte que tout cela soit prêt et que les étudiants qui auront la chance de venir ici soient dans les meilleures conditions. La cité universitaire de Kabala est composée d'un bloc administratif, d'un centre multimédia, un amphithéâtre, un laboratoire pour l'école doctorale des sciences et technologies, un bloc hébergement, une faculté des sciences humaines, une de droit, une école normale technique et professionnelle. Le retard, c'est tout simplement parce que les paiements n'ont pas suivi. Je pense qu'avec la visite du ministre, ça va donner un bon coup de fouet, on l'espère. Le retard accusé, selon le ministre, peut être résorbé. Il n'empêche pas de respecter les délais contractuels car il s'agit de faire en sorte que le produit de l'enseignement supérieur au Mali soit l'un des meilleurs sur le marché national et international. Édifiée sur une superficie de 103 hectares, la cité universitaire de 4000 places de Kabala a coûté près de 110 milliards de francs CFA. Le ministre Tal, à la fin de la visite, s'est entretenu avec les membres de la commission interministérielle. Il a promis de revenir dans un bref délai avec l'ensemble des ministres concernés pour l'exécution correcte des travaux. Le ministre de la Culture a rencontré ce matin l'administration, le personnel enseignant et les élèves de l'Institut national des arts, INA. La rencontre s'inscrit dans le cadre des visites de prise de contact avec les services relevant de son département. Reportage de nous, Sissoko. Prendre contact avec le personnel et les élèves de l'Institut national des arts, INA, tel est l'objectif de cette visite de la ministre de la Culture. Le constat, c'est l'assurance. Certes, les difficultés, mais au-delà des difficultés, le tableau n'est pas que noir. Donc, nous avons vu des étudiants porteurs d'espoir. INA a 51 ans d'existence. Il assure la formation des cadres moyens dans tous les domaines de l'art. Pour ce faire, l'établissement offre des filières de formation allant de la musique à l'animation socio-culturelle, en passant par la peinture, l'art dramatique et les métiers d'art. Cette année, 529 élèves fréquentent l'INA, dont 126 finalistes. L'inspiration est au rendez-vous, compte tenu des difficultés, des conditions de travail que nous nous attelons à relever, au même titre que les autres difficultés des autres directions. Et j'ai pu obtenir une promesse devant témoins des meilleurs résultats de l'INA depuis sa création. Attendons de voir. Les apprenants de l'Institut ont montré leur savoir-faire à travers l'exécution de l'hymne national à la Kora et les prestations de l'orchestre et de l'ensemble instrumental de l'école. Ministériel toujours cette fois-ci avec le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et de l'Eau qui vient de visiter certains espaces publics de la commune 5 du district de Bamako. L'objet est de trouver le plus vite possible une solution à la dégradation et à l'occupation anarchique et illicite de ces espaces. Cette visite a permis à la délégation ministérielle de faire le tour de l'axe principal allant de Sabalibgou à l'aéroport international de Bamako-Senou en passant par le flanc de la colline de Badlabougou. Visite suivie par Lamine Keita. Il s'agit d'assainir et d'aménager ces espaces publics pour donner un autre visage aux artères principales de la capitale et mettre fin à leur occupation illicite. La visite se situe dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie de la ville de Bamako. Et quand vous prenez la voie qui mène à l'aéroport, de part et d'autre, c'est des vastes étendues qui sont occupés actuellement par des déchets solides. Ce qui est inacceptable, c'est le passage, n'est-ce pas, des officiels. Et le souci des ministres, n'est-ce pas, qui rentre dans le cadre de la vision du président de la République, c'est de faire en sorte qu'on change, n'est-ce pas, le visage de la ville de Bamako. Très rapidement, nous allons nous mettre à la tâche pour pouvoir dégager des projets qui peuvent effectivement être exécutés dans le délai imparti. Nous avons identifié au flanc des collines de la cité universitaire des points de bouchage des caniveaux dus à la descente des déchets qui sont situés au-dessus de la colline dans les caniveaux. Ça, c'est des points qui constituent des obstacles et entraînent à coup sûr des inondations quand les eaux ne sont pas suffisamment drainées. Pour la réussite de ce projet d'aménagement et d'assainissement des espaces publics, le ministre sollicite le concours des collectivités locales.
En quatrième région, la quinzaine de l'environnement couplée à la journée nationale de reboisement et le symposium sur l'environnement et l'eau se tiendra du 5 au 18 juin prochain à Ségou. L'événement est placé sous la haute présidence du Premier ministre Moussa Mara. Pour une bonne organisation de cette quinzaine, le gouverneur de Ségou a rencontré ce vendredi matin les cadres et l'ensemble des forces vives de la région. Ortem Ségou, le reportage de Dougoufana Traoré. Cette rencontre du gouverneur avec l'ensemble des forces vives de Ségou avait pour but d'informer et sensibiliser les uns et les autres sur la tenue et l'organisation de la quinzaine de l'environnement couplée cette année du lancement officiel de la journée nationale de reboisement et du symposium sur l'environnement et l'eau. C'est une grande journée et surtout une première qu'une telle journée ou une telle quinzaine soit délocalisée dans une région. C'est d'abord vous inviter à s'approprier de la journée de la quinzaine de l'environnement. L'enjeu est grand, le défi à relever aussi est très important et cela ne peut se faire qu'avec les efforts conjugués des uns et des autres, des représentants de l'État que nous sommes, de l'ensemble des collectivités à différents niveaux, des partis politiques, de la société civile, de la presse, des chefs de quartier, de l'ensemble des forces vives de la région. Le programme de cette quinzaine est riche et varié. Outre le lancement officiel de la quinzaine par le Premier ministre, déplacement sera fait aussi dans la forêt classée de Fanzana à 15 km de Ségou pour le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement et la tenue à Sébougou du symposium sur l'environnement et l'eau. Des causeries, débats, des conférences sur la gestion de l'eau et sur les ressources forestières seront tenues dans les salles de spectacle et sur les médias de Ségou. Espérons qu'à la fin de la quinzaine de l'environnement, la cour de l'URTM ne sera plus utilisée comme dépôt des ordures de la capitale de Balanzan. Lancement ce matin à Bamako de 14 projets destinés à contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire dans notre pays. Le financement de ces projets, pour près de 198 millions de francs CFA, s'effectue dans le cadre de la convention du programme Vivre pour le progrès. Cette convention est signée entre le département d'agriculture des États-Unis et le ministère des Affaires étrangères du Mali. Reportage de Rachel Tessougué. Les 14 projets dont le coût s'élève à près de 200 millions de francs CFA couvrent plusieurs domaines d'activité. Le maraîchage, la culture intensive de maïs et de riz, la pisciculture, l'embouche ovine, l'hydraulique villageoise et une plateforme multifonctionnelle. Ces projets doivent contribuer à assurer la sécurité alimentaire au niveau de 33 villages dans 7 régions du Mali et le district de Bamako. Ils auront un impact direct sur 3000 bénéficiaires. Toutes les personnes impliquées dans le programme Vivre pour le progrès se sont illustrées par leur dévouement et leur engagement pour améliorer les conditions de vie des Maliens et pour maintenir la sécurité alimentaire des communautés grâce à des projets agricoles. Vous, les récipiendaires, je vous appelle à vous investir à fond pour la réussite de vos projets afin de servir d'exemple à vos concitoyens pour augmenter la production agricole pour la sécurité alimentaire. Les bénéficiaires s'engagent à tout mettre en œuvre pour la réussite de ce programme. Je remercie beaucoup l'ambassade des États-Unis pour le financement de ces projets. La particularité de ces projets, c'est que ça contribue directement à la réduction de la pauvreté de ces populations. Et puis c'est des projets qui luttent contre l'insécurité alimentaire. Pour une meilleure gestion de ces projets, il a été mis en place un comité technique conjoint qui est un cadre de coordination et de concertation. Ce comité est composé des représentants de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali, du commissariat à la sécurité alimentaire, du ministère chargé du commerce et de l'agriculture et de l'Office des produits agricoles du Mali. Ouverture ce matin au siège du patronat de l'atelier de lancement d'EcoBase, la base des données économiques, financières, monétaires et sociales, en vue d'aboutir à l'application d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO. Les experts venus de plusieurs pays vont s'initier à l'utilisation à la méthodologie de collecte, de mise à jour et de gestion de la base de données afin de proposer un calendrier de mise en œuvre. La cérémonie d'ouverture était présidée par le commissaire chargé
chargé des politiques macroéconomiques de la CEDEAO, Ibrahima Bouakar Ba, compte rendu de Mohamedou Doumbia. Avec cet atelier, le processus d'opérationnalisation pour la monnaie unique dans l'espace CEDEAO entre dans sa phase active. Depuis 20 ans, la Commission de la CEDEAO accompagne ses États membres pour leur intégration et la convergence de leur économie à travers un mécanisme de surveillance multilatéral. Avec la mise en place de la base de données économiques, financières, monétaires et sociales EcoBase, cette attribution de la CEDEAO sera plus renforcée. La base de données constitue assurément une avancée pour le mécanisme de surveillance multilatérale en vue de l'avènement de la monnaie unique. En effet, EcoBase couvre non seulement les 4 grands secteurs de l'économie, mais elle constitue aussi une plateforme régionale prenant en compte les autres bases de données de la surveillance multilatérale. L'adoption d'une monnaie unique exige des critères de convergence macroéconomique. Elle exige par conséquent une harmonisation des politiques budgétaires, monétaires, une réglementation en matière de taux de change et un régime de charges déterminé par le marché. Le présent atelier vise à initier les experts nationaux à l'utilisation de la base de données EcoBase sous le format Access, initier les experts nationaux sur la méthodologie de collecte, de mise à jour et de gestion de la base de données EcoBase, présenter les métadonnées et les guides d'utilisation et de gestion de la base de données, proposer un calendrier de mise en œuvre pour l'installation de la base EcoBase dans les États membres. Cadre privilégié d'échange entre statisticiens et macroéconomistes des pays membres de la CEDEAO, cet atelier de 4 jours déterminera certes les voies et moyens pouvant aboutir à l'application d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO. 29 participants de 11 pays francophones et anglophones d'Afrique viennent d'être outillés en logistique. Cette formation leur donne l'opportunité de jouer pleinement leur rôle dans le maintien de la paix sur le continent. La remise de leur distinction a été l'occasion pour les formateurs de rappeler aux apprenants leur mission de tous les jours après cette session. Reportage de Mamoudou Sidibé. Le maintien de la paix qui vient de prendre fin avait regroupé à Bamako 29 participants de 11 pays d'Afrique. Nous avons appris à nos stagiaires qui sont venus de 11 pays différents à se former aux techniques et aux tactiques de la logistique sur le terrain, qu'il s'agisse de logistique humanitaire ou de logistique plus lourde comme l'établissement de camps, le rétablissement de voies et pourquoi pas même monter des ponts qui auraient été détruits sur des cours d'eau ou autres. Le maintien de la paix est un sacerdoce. D'où ce message du formateur à l'adresse des apprenants. Ce stage représente sans doute pour vous, et à juste titre, un jalon important dans votre quête de connaissances et dans votre désir d'accomplissement et de plénitude. Je souhaite qu'il marque aussi pour vous un engagement renouvelé au service de la paix à l'heure où la menace multiforme à la paix et à la sécurité continue d'assombrir l'horizon de nos sociétés ici et là sur le continent africain. À partir des techniques apprises, les stagiaires, par la voix de leurs représentants, promettent de s'approprier une dynamique de recherche permanente afin d'être des vrais défenseurs de la paix en Afrique. Chacun de nous est confiant d'avoir appris au-delà de nos attentes et que nous ferons bon usage de nouvelles connaissances acquises au service de la paix, une des valeurs universelles dans le monde. À la clôture des travaux, plusieurs cadeaux ont été faits aux directeurs et formateurs de l'atelier. L'harmonisation d'une stratégie de mobilisation sociale pour la paix au Mali est l'objectif d'un atelier de 3 jours ouvert ce matin à Séléngué, conjointement organisé par le ministère de la Réconciliation nationale et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. L'atelier regroupe une 60aine de communicateurs de l'ensemble de nos régions. Avant la signature d'un code de conduite, experts et anciens journalistes présentent ce qu'il convient de définir comme étant la responsabilité sociale du communicateur. Envoyé spécial à Séléngué, Abdoulaye Diarra, Moïse Traoré. Le ministère de la Réconciliation nationale et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, incitent les communicateurs à l'harmonisation d'une stratégie de mobilisation sociale. Il s'agit ainsi de contribuer au processus de paix et de réconciliation nationale. La presse dans ce pays, pour leur rappeler qu'ils ont une responsabilité sociale qui est fondamentale pour voir établir la paix, surtout en période de crise,
et que cet atelier avait pour objectif d'amener les journalistes à réfléchir un peu plus sur les causes profondes de la crise dans ce pays, à trouver des solutions pour pouvoir y apporter une contribution dans le domaine de l'éducation et de la sensibilisation des populations. Une soixantaine de communicateurs prennent part à l'atelier de 3 jours introduit par un exposé sur le thème de la responsabilité sociale du communicateur. S'auto-réguler. Le plus important, c'est, si vous voulez, la professionnalisation, je le répète. C'est la liberté de la presse. C'est faire en sorte que l'entreprise de presse au Mali soit une entreprise économique viable. Outre les outils et canaux pour la revitalisation des liens, l'atelier recherche les ancrages psychoculturels adéquats. Qu'on essaie d'éviter l'amalgame. Nous sommes là pour ça. Sensibiliser, mobiliser, donner la bonne information. Le pouvoir, le moyen. Là, le candidat, il va aller parler ici, le sud. Après, il va parler le nord. On va parler avec les rébellions. On va parler avec tout le monde. On va parler avec les chefs traditionnels. On va parler avec les chefs de rébellion. On va parler avec les chefs armés bandits. On va parler tout le monde. L'atelier qui se tient à Sélengué doit aboutir dimanche à la signature d'un code de conduite des communicateurs. Le projet de développement de la filière gomme arabique au Mali ambitionne de réduire le flux migratoire à travers des activités génératrices de revenus dans les régions d'origine des migrants. En visite à Paris dans le cadre de la 2e édition de la Nuit verte, le coordinateur du projet Cadre Intégré s'est entretenu avec quelques associations de migrants maliens en France. C'était au siège de l'association pour le développement du cercle de Yélimané en France. Reportage de Mohamed Diarra avec la voix de Mohamed Ould Mamouni. Après un grand plaidoyer sur des plateaux télé en faveur des produits de l'agriculture malienne, le coordinateur du projet Gomme Arabique est allé à la rencontre des Maliens de France. Objectif, susciter l'intérêt des migrants pour la gomme arabique dans leur localité d'origine. Nous avons présenté le projet Gomme Arabique pour évidemment susciter leur intérêt à s'impliquer dans le développement de cette filière dans leur région. Je leur ai dit que le financement était pratiquement bouclé, mais ce qui est attendu d'eux, c'est un apport pour s'investir plutôt dans des activités productives, génératrices de revenus. Au terme d'un exposé fort apprécié par l'assistance, les migrants se sont dit suffisamment édifiés et prêts à explorer les opportunités de la filière gomme arabique. C'était une présentation fort brillante qui a suscité l'intérêt vraiment de toute la diaspora et qui se remet en question et qui va aller vers des investissements qui vont pouvoir être rentables et qui vont pouvoir générer des revenus. Nous avons des projets comme la création d'entreprises qui peuvent apporter des revenus substantiels aux porteurs de projets, mais nous n'avons jamais pensé à la gomme arabique. Mais aujourd'hui, l'exposé de M. Sylvain nous a tellement édifiés qu'aujourd'hui, ça apporte un engouement donc pour la diaspora malienne. Et je pense qu'aujourd'hui, donc avec cette réunion, nous avons appris beaucoup de choses. Et je pense quand même que ça peut être vraiment une expérience très enrichissante pour les ressortissants du cercle de Yélimané et de la région des Caraïbes. Des plateaux de télévision aux échanges avec la diaspora, la participation malienne à la 2e édition des Vertes à Paris aura gagné tous les paris. Et de belles perspectives s'annoncent pour le projet Gomme Arabique dans la région de Caille. C'est parti pour l'émission Le Profil du citoyen. Il s'agit de promouvoir le débat, le leadership et valoriser l'école malienne. Organisée par Action pour la conscience du citoyen, le Profil du citoyen met aux prises les universitaires de 18 à 35 ans. Madame Keita Aminata Maïga, épouse du chef de l'État, et plusieurs membres du gouvernement étaient présents à cette édition inaugurale. Reportage de Isaac Tchenou. Avec comme marraine la première dame du Mali, cet événement consacre le démarrage de l'émission Le Profil du citoyen. Pour ce face-à-face inaugural, l'Institut supérieur de gestion des affaires, SUP-IGA, et l'Institut supérieur de communication, IST. Le thème, cette fois-ci, est le Mali avait-il réellement besoin d'un régime démocratique pour son développement? L'IST défend et SUP-IGA prouve le contraire. L'objectif pour les initiateurs est précis. Nous voulons quand même privilégier la citoyenneté, aiguiser la citoyenneté des jeunes, leur permettre de débattre. Et puis par rapport aussi à l'école, c'est-à-dire apporter notre touche
à l'éducation qui est vraiment en mal aujourd'hui au Mali. Pendant 40 minutes, les étudiants ont engagé un débat d'idées dans le fair play. Les étudiants ont étalé leur savoir en termes d'éloquence, de discours et d'élégance dans les débats. Une occasion pour les universitaires d'étaler leur talent afin de pouvoir mieux se vendre. Aujourd'hui, la preuve a été donnée par Neuf qu'il y a du bien dans notre école, dans notre système éducatif. Vous l'avez vu, le fair play, le talent, la connaissance et la maîtrise du problème dont ces étudiants ont fait preuve cet après-midi. S'il y a eu ni vainqueur ni vaincu, les règles du jeu ont voulu qu'il y ait un classement. La prestation de SUP-IGA, opposée à la démocratie, a été préférée à l'IST. Le tabac tue près de 6 millions de personnes par an. Chaque 31 mai, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires marquent cette journée mondiale sans tabac en rappelant les risques liés à la consommation du tabac et en appelant à la mise en œuvre de politiques efficaces pour réduire le tabagisme. Kadia Toukone s'est intéressée à cette journée et nous propose ici un dossier sur la dépendance au tabac et la prise en charge du tabagisme. C'est une journée de sensibilisation sur les méfaits du tabac sur la santé. Elle implique un certain nombre de comportements, à savoir l'interdiction tacite de la vente du tabac et sa consommation. Au Mali, force est de reconnaître que cette mesure n'est guère observée ni par les vendeurs, ni par les fumeurs. À 52 ans, Abdoulaye Dagnon est un grand fumeur. Chauffeur de taxi de son état, il a commencé à fumer il y a de cela 40 ans. Et si nous faisons un petit calcul, c'est à l'âge de 12 ans qu'il a fumé sa première cigarette. J'ai commencé à l'école. En ce moment, je faisais entre 3e année et 4e année, si j'ai un bon mémoire. J'ai commencé ça avec les collègues. Ils fument devant moi, je les regarde. Un jour, je leur dis, hey, passe-moi ce micro. J'ai fumé. Le lendemain, il me dit, hey, mon type, il faut fumer. J'ai refumé. Le 3e jour, j'ai payé une mèche. Malgré sa perte de poids, son manque d'appétit et conscient des méfaits de la cigarette sur l'organisme, notre accro n'est pas prêt à lâcher son compagnon fidèle. Il fume 2 paquets, soit 40 mèches de cigarettes par jour et n'est jamais allé en consultation chez un pneumologue. On m'a opéré. Dès que je sors dans la salle d'opération, j'ai demandé au docteur. Oui, j'avais un paquet. Il dit, oui, Daniel, ça est avec moi. Il veut revenir de moi. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, je veux fumer, j'ai envie de fumer. Entre la cigarette et Abdoulaye, c'est alors une longue histoire d'amour et une dépendance totale. À la question de savoir si notre fumeur peut observer une journée sans tabac, M. Dagnon répond. Une seule journée, jamais. Même si je suis malade, je fume. Si Abdoulaye Dagnon n'est pas prêt à laisser la cigarette, en revanche, Maurice Mano, lui, a décidé un beau jour d'arrêter définitivement de fumer après 45 ans de dépendance. Qui veut, peut. Pendant combien de temps moi j'ai fumé? Les dents rougissaient à cause de la cigarette, les doigts, tout. C'est-à-dire que j'étais trop lié à la cigarette. Mais lorsque ma maman m'a dit, Moufa, il paraît que la cigarette tue. J'ai dit oui. Elle m'a dit, en ce moment, je ne vis que pour toi. Est-ce que tu peux arrêter de fumer? Pour ma mère, j'ai dit bon. J'ai acheté un paquet de cigarettes un dimanche. J'ai passé toute une journée comme ça sans fumer. J'ai fait 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 1 an. Et aujourd'hui, Dieu merci. En tout état de cause, 10 ans sans cigarette, notre ancien fumeur n'a pas échappé aux conséquences néfastes de ce produit. Aujourd'hui, si notre heureux se porte bien, il n'en demeure pas moins qu'il a été gravement malade suite à une infection pulmonaire. M. Soumanou n'est pas prêt à oublier ces moments difficiles de sa vie. Lorsque je suis tombé malade, et quand j'ai vu les autres peiner pour moi, c'est ce qui m'a fait mal. Pourquoi j'ai causé tant de peine à tous ces gens-là? Gêner les autres, tout ça là, j'ai regretté amèrement. Pouvoir, c'est vouloir, dit-on. On peut bien se passer de la cigarette si on le décide. Et nous avons eu la confirmation d'un spécialiste. Je vous affirme qu'on peut arrêter de fumer, quelle qu'en soit l'accoutumance. 80% de cette attitude de sévrage incombe au malade lui-même, c'est la volonté. La cigarette nuit gravement à notre santé. Dans l'unité pneumologique du Point G, un patient sur 5 souffre des méfaits de la cigarette. La question du méfait du tabac sur la santé est connue et surtout sur la santé respiratoire.
Et on sait que le tabac a des méfaits des chevilles jusqu'au niveau des orteils, mais ces méfaits sur la santé respiratoire, surtout les poumons, sont connus et mondialement étudiés. Ces méfaits partent de la destruction totale de l'appareil respiratoire. Et s'il y a une destruction de cet organe, cela va sans dire que l'organisme en entier va avoir cette répercussion sur le fonctionnement de l'ensemble du tissu. Le Mali compte aujourd'hui 7 pneumologues et au niveau du service pneumologique du Point G, on nous apprend qu'ils sont en contact avec un pourcentage élevé de la population cible. Les spécialistes font de leur mieux pour aider les fumeurs à changer leur comportement. Quels sont ces moyens dont nous disposons pour arrêter de fumer, surtout dans des pays à faible revenu comme les nôtres? Il n'est pas facile. Et parmi ces moyens, il y a des moyens médicamenteux, il y a maintenant des substituts nicotiniques qu'on peut donner qui se présentent sous forme de patch, sous forme de comprimés ou sous forme de gomme que les malades peuvent administrer pour qu'ils ne soient pas accoutumés à cette substance. De 1, de 2, il y a aussi des consultations tabacologiques qui permettent, sur le plan psychologique, d'accompagner les malades pour qu'ils puissent arrêter de fumer. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici à 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. Des chiffres qui font froid dans le dos. Reste aux fumeurs de se décider et à la société de les aider à sortir de la dépendance de la cigarette qui mène inévitablement à la mort. Voilà, célébrons donc tous demain 31 mai la journée mondiale sans tabac, mettant de côté nos cigarettes. Ce sera déjà un premier pas vers l'arrêt définitif. Un mot de sport avant de boucler cette édition. Les rideaux sont tombés sur les deuxièmes Jeux africains de la jeunesse qui se sont déroulés à Gaborone au Botswana dans la discipline de taekwondo. Le Mali a remporté 2 médailles, dont une en or par Oumar Sissoko chez les moins de 63 kg et une en bronze par Karamoko Soumaré chez les moins de 73 kg. Félicitations donc à nos taekwondoïnes. Voilà, c'est tout pour cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. L'information reprend ses droits demain à 13h. Merci et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale.